Donc bonjour à tous. Donc dans le cadre de l'enseignement de tronc commun de mathématiques appliquées, aujourd'hui on a un exercice un petit peu différent du cours habituel puisqu'on va accueillir un grand conférencier de mathématiques appliquées, donc Alfio Quarteroni, donc qui est professeur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne et porteur de la chaire de modélisation et calcul scientifique. Il est directeur du Centre de modélisation et fondateur de l'Institut de mathématiques, de calcul scientifique et ingénierie à l'EPFL. Donc, c'est un très grand mathématicien appliqué, comme vous allez le voir, qui est un des leaders mondiaux de calcul numérique et calcul scientifique, et certainement le leader mondial, enfin c'est certainement sûr et certain, donc dans tout ce qui concerne la simulation numérique en médecine et en particulier dans tout ce qui est circulation sanguine. Donc Alfio a été formé à l'université de Pavie, je crois, hein, dans le premier groupe de mathématiques appliquées d'Italie. Et ensuite, il a eu une carrière très internationale, ce qui est souvent le cas pour les mathématiciens. Il a travaillé aux États-Unis, il a développé déjà un premier groupe dans ces thèmes-là en Sardaigne, puis il a été à Milan, et maintenant il est donc à Lausanne, en Suisse. Mais il a, comme beaucoup d'entre nous, une carrière, enfin un déplacement spatial qu'on pourrait appeler mouvement brownien, puisque on a l'habitude de voyager beaucoup de par le monde. Donc, avec ses équipes, il a développé des outils mathématiques très puissants, hein, qui vont jusqu'à des gros codes numériques. Donc, comme je vous l'ai dit, en médecine, mais comme François Alouche vous l'a déjà raconté en amphizéro, aussi, par exemple, pour faire gagner la Suisse dans l'American Cup. Et il a aussi, bien sûr, travaillé beaucoup dans des tas d'applications liées à l'industrie. Donc, il est auteur de nombreux livres, hein, d'une vingtaine de livres. Il a un nombre phénoménal de publications. Il a reçu de nombreux prix de la communauté mathématique et beaucoup de grandes distinctions. Donc c'est un très grand mathématicien appliqué que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Et évidemment, je vais lui laisser tout de suite la parole pour qu'il nous raconte pourquoi les mathématiques pour vivre mieux. Merci Alfio. Merci. Oui, je pense que ça va. Bonjour et merci Sylvie de cette introduction très généreuse. C'est un plaisir, un honneur d'être ici. J'espère que mon français sera acceptable pour vous. Je suis un peu intimidé, je sais que vous êtes très très fort. Donc je vais commencer par quelque chose de très très simple, dont j'ai un peu honte, mais c'est juste pour faire un peu de warm-up, comme on le dit en bon français. Donc je partirai avec deux exemples qui sont vraiment très très banals pour vous, mais voilà, c'est juste pour prendre le rythme. Disons que je vais vous parler de modèles mathématiques. Modèles mathématiques pour essayer d'étudier des problèmes de la vie réelle, de la vie quotidienne. Et vous êtes tous conscients du fait que lorsqu'on a fait nos recherches dans le web, on a des résultats très, très rapidement. Vous googlez n'importe quoi. Comme dans ce cas, je vais googler Isaac Newton. Et vous avez donc des réponses très rapides sur 1000 milliards de pages, grosso modo, dans le web. Vous avez 10 millions de sorties en seulement 14 centièmes de seconde. Et vous avez tous ce genre d'expérience. Vous googlez n'importe quoi et vous avez des réponses intéressantes très rapidement, bien que il y a une bibliothèque universelle qui a des dimensions qui sont absolument gigantesques. Et vous savez que la magie qui se cache derrière est la magie des moteurs de recherche, Google parmi eux. Et vous savez certainement qu'un bon moteur de recherche est un moteur qui est capable de faire le PageRank, donc de qualifier l'importance de différentes pages, à travers des relations qui sont des relations relativement simples. Comme vous voyez ici, donc, ce sont des relations linéaires. Donc, vous voyez ici, il y a des équations algébriques, le PageRank, donc le classement de la page A. Vous voyez ici, j'utilise A, B, C, mais ça ne suffit pas parce qu'il y a des milliers de milliards. Mais juste pour faire un exemple, donc le classement de la page A est lié au classement des pages B, C, D, etc., à travers des coefficients. Donc c'est une relation vraiment très, très simple. Et dont la difficulté se cache
derrière la dimension du problème. Donc, vous avez grosso modo des milliards d'opérations comme ça, d'équations comme ça. Donc, vous avez un système linéaire qui ne pose aucune difficulté au niveau de compréhension logique, mais la difficulté vient du fait que le système est vraiment gigantesque. Donc, Google et un moteur de recherche quelconque doit extraire des informations essentielles de ce système à travers le calcul des vecteurs propres et des valeurs propres. Et le seul mot-clé est la vitesse. Okay? Google, moteur de recherche, va être très vite à extraire l'information essentielle, dans lesquelles, sur les 1000 milliards de pages, comment vous pouvez extraire 10 millions de pages et les mettre en ordre selon leur importance, selon leur signification. Donc voilà, c'est ça l'idée de base, c'est ça l'astuce de base. Donc Google est probablement le plus efficace des moteurs de recherche parce qu'il y a un âme mathématique, un algorithme mathématique qui se cache derrière, qui est le plus puissant. Donc ce sont les maths finalement qui donnent une grosse partie du pouvoir à Google, une grosse partie qui sont derrière le succès de Google et des autres moteurs de recherche. Voilà, et ça c'est de la pub, bien sûr. Okay? Un autre exemple, encore très naturel, on est habitué à envoyer des images par notre téléphone portable. Et voilà, on voit ça, n'est-ce pas? On clique, c'est très naturel, c'est très spontané, c'est très gratuit. Donc on ne pense jamais aux maths, mais finalement il y a beaucoup de maths. Donc on envoie un message, on envoie l'image, on reçoit l'image de l'autre côté, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Alors derrière, vous le savez, il y a une digitalisation de l'image, mais surtout il y a une compression de l'image. Okay? Donc vous envoyez votre image, elle rentre dans une boîte, voilà, qui a une boîte de Fast Wavelet Transform, une transformation de wavelet, d'ondelette. Elle vient comprimer, décomprimer, et vous retrouvez votre image. Donc, vous avez beaucoup d'informations que vous devez compacter à travers, encore une fois, une boîte mathématique, un algorithme qui évolue au cours du temps. Donc, les premières transformations de wavelet datent du début des années 90, je dirais, et sont continuellement améliorées. Et c'est grâce à ce fait que vous pouvez envoyer des images qui sont de plus en plus grandes, de plus en plus précises. Voilà, deux exemples simples. Je pense que tout le monde sait qu'il y a des maths derrière ça. Et finalement, ça c'est un peu le message que j'aimerais vous donner. Dans notre vie, il y a beaucoup plus de maths que l'on imagine. Et c'est vrai, il faut juste les regarder et les mathématiciens s'acharnent afin de dévoiler des équations partout. Donc nous, on veut trouver les équations qui expliquent le monde, qui expliquent ce qui se passe, ce qu'on voit. Donc, monde mathématique. Alors là, ce sont des exemples. L'écoulement de l'eau, vous le savez sans doute, est réglé par des équations de maths. Alors, ce sont des équations compliquées. Ce n'est pas nécessaire que tout le monde comprenne, mais disons, j'aimerais juste essayer de vous donner déjà un premier lien entre maths et physique. Ce sont les équations dites de Navier-Stokes. Navier, de mathématicien français, Stokes, de mathématicien anglais, donc vive l'Europe. Et voilà, vous avez deux équations qui expriment des lois physiques. Quel genre de lois physiques? La deuxième équation est l'équation dite de continuité. Elle se lit divergence de U égale à 0. U est la vitesse du fluide. Donc, U est un vecteur qui a trois composantes, UX, UY, UZ, qui donne la valeur de la vitesse au point X quelconque, X, Y, Z quelconque, au temps T. Donc, divergence de U égale à 0 nous dit que la masse se conserve. Si vous prenez une partie quelconque du fluide, sa masse ne se détruit pas. Donc, conservation de la masse, une idée très élémentaire, très connue. La première équation, plus compliquée, elle lie entre elle la vitesse et la pression du fluide. Eh bien, c'est l'équation de la conservation de la quantité du mouvement. Donc, c'est quoi? Eh bien, c'est l'équilibre des forces. On dit que les forces qui agissent sur le fluide sont en équilibre. Donc, force égale à masse fois accélération. C'est la loi de Newton, finalement. Donc, ce sont deux équations de la physique qui sont interprétées à travers des équations différentes, des dérivées partielles. Et donc, on trouve des équations qui sont dites équations aux dérivées partielles parce que, vous voyez, vous avez ce symbole-là qui exprime le fait que vous prenez des dérivées par rapport aux variables. Donc, deux équations qui sont à la base de l'écoulement des fluides. On pourrait dire aujourd'hui, avec un peu de généralisation, que lorsque vous voyez un fluide
de n'importe quelle nature, on verra plusieurs exemples, on peut le décrire à travers les équations de Navier-Stokes. Mais on voit des équations aussi derrière des phénomènes qui sont un peu moins évidents ou intuitifs. Par exemple, si vous avez une compétition entre les proies et les prédateurs, vous avez des équations qui décrivent ce genre de compétition. Il y a des mathématiciens que le siècle passé, Lotka et Voltaire, ont proposé des équations qui décrivent ce genre de compétition. Ce sont encore une fois des équations si vous voulez, basées sur, qui utilisent des dérivés, donc ce sont des équations aux dérivés partiels. Dans ce cas, U et V expriment la densité d'individus de la population proie et population prédateur, et vous avez des phénomènes dits de diffusion et de réaction. Et vous voyez ici, il y a l'interaction entre les deux espèces, U et V. Okay, donc, vous avez un système d'équations. Si vous êtes capable de résoudre ce système d'équations, vous êtes en mesure de décrire la dynamique d'évolution des deux espèces et leur comportement. Bien sûr, vous pouvez l'appliquer aussi, pas seulement aux animaux, mais je sais pas, à la finance. Voilà. Chaque fois que vous avez deux agents en compétition, l'un avec l'autre, vous pouvez utiliser ce genre d'équations pour décrire ce qui se passe. Okay? Et là, c'est encore plus surprenant, si vous voulez, si on regarde des phénomènes qu'on dirait plutôt naturels, plutôt intrinsèques, comme par exemple la rayure des zèbres ou le motif de la couleur des poissons papillons. Là encore, il y a des équations qui pourraient être utilisées pour décrire comment ce genre de motif va se développer au cours du temps. Et encore, vous avez une interprétation quantitative grâce aux mathématiques. Voilà, ce sont trois exemples. Je dirais qu'ils s'inspirent de la fameuse métaphore de Galilée. Il y a plus que 400 ans, il a dit que la nature peut s'interpréter et décrire à travers le langage des maths et les outils des maths. Voilà. Vous voyez, les mathématiciens prennent ça très au sérieux. Ça, c'est une phrase d'Andy Klenstra, qui est un mathématicien hollandais, qui dit que Dieu connaît ce qui est vrai, les mathématiciens savent aussi pourquoi ça est vrai. Voilà. Donc, si vous avez des équations qui décrivent un phénomène, et si les équations sont un modèle raisonnable et correct de ce phénomène, après, vous avez vraiment la possibilité de trouver, d'extraire une énormité d'informations et d'interpréter le phénomène avec une très grande précision. OK. Alors, trois mots. Les modèles mathématiques dont je vais parler décrivent notre monde à travers les équations. Donc, équation, monde, modèle mathématique. Et ici, vous avez un cartoon, il ne faut pas prendre trop au sérieux, mais c'est juste pour vous donner l'idée. Alors, c'est quoi un modèle? C'est une boîte, vous la voyez ici, et vous prenez le monde réel, vous agitez votre boîte, et ça, ce sont les matheux qui le font, et vous extrayez. Vous trouvez quelque chose qui est le monde virtuel, le monde mathématique. Et ça, c'est très important, parce que après, les matheux vont travailler là-dessus. D'abord, ils travaillent dans la boîte pour voir quelles sont les équations, mais une fois que vous avez les équations, vous pouvez travailler dans votre laboratoire de recherche, travailler là-dessus, et après, revenir au monde réel. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas seulement faire du boulot académique. Il faut vraiment essayer de revenir après en arrière. OK. Alors maintenant, je commence à vous donner des éléments un peu plus techniques, et vous avez remarqué, je vais changer la langue. OK. Il n'y a pas une raison spécifique, mais j'espère que ceci ne va pas poser de problème. Donc, c'est quoi le paradigme? Alors, ça, c'est une image qui décrit peut-être, de façon synthétique, qu'est-ce que c'est un modèle. Alors, vous avez un problème que vous voulez étudier. Ça peut venir de l'aéronautique, de la voile, de la médecine. Et vous avez des données qui sont générées par ce phénomène. Donc, vous avez des données qui donnent lieu à une géométrie, par exemple la géométrie de la voile, ou la géométrie d'une artère, ou la géométrie de cet avion qu'on veut étudier. Vous voulez représenter le phénomène physique à travers les équations, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, vous avez besoin de l'analyse, en particulier des équations dérivées partielles, ou de la probabilité, ou de plusieurs branches des maths, finalement. Et après, ces équations sont tellement belles, mais tellement compliquées que pratiquement on ne réussit jamais à les résoudre. Donc, il ne faut pas se faire des illusions. On ne peut pas trouver la formule magique qui dit, voilà, solution de Navier-Stokes, U de x, y, z, t égale a quelque chose. Ça ne se passe pas comme ça.
sauf dans ces cas très particuliers, quand vous avez des phénomènes dans des géométries très simples. Et même là, c'est compliqué. Donc, en général, vous avez besoin d'un ordinateur. Et ce n'est pas parce que l'ordinateur est capable de résoudre des problèmes mathématiques que les mathématiciens ne savent pas résoudre. C'est parce que parmi le problème mathématique et l'ordinateur, il y a le modèle numérique. Donc, il faut passer d'une dimension infinie, c'est la dimension dans laquelle les problèmes mathématiques vivent, typiquement. Vous avez besoin d'un nombre infini d'informations pour qualifier votre fluide, par exemple. Vous devez passer de la dimension infinie à une dimension finie. Donc, les matheux disent qu'il faut faire une projection dans des sous-espaces. Okay. C'est un peu compliqué, il faut connaître un peu de technique, disons, mais c'est ça l'idée. Passer de la dimension infinie à la dimension finie. Si vous avez un problème en dimension finie, vous pouvez espérer qu'un ordinateur soit capable de le résoudre. Encore, il faut des algorithmes, un langage, il faut l'informatique, etc., etc. Mais on peut le faire. Okay? Donc, vous pouvez résoudre votre problème sur l'ordinateur, vous avez les résultats, et maintenant, vous devez être sûr que vos résultats soient cohérents avec la réalité. Donc, il y a toute la colonne de gauche où on a le monde réel, vous avez les labos, vous pouvez calculer la pression autour de cet avion, par exemple, à travers des expériences. Sinon, vous pouvez mesurer à travers la résonance magnétique, etc., des informations pour le patient. Et est-ce que votre modèle mathématique était capable de reproduire au moins les résultats du labo dont vous disposez? Donc, il y a un problème de validation. Le monde mathématique ne doit pas être complètement détaché de la réalité, sinon ça ne servira à rien. Bien, ça sert à développer l'esprit mathématique, les idées mathématiques, même les théorèmes, trouver des théorèmes très intéressants, mais si on fait des maths appliquées, on veut revenir en arrière. Okay? Donc, il y a toute cette partie-là qui s'appelle validation, qui consiste à voir si vous avez bien travaillé. Alors, vous validez votre modèle sur des cas relativement simples. Mais après, si vous êtes sûr que votre modèle est capable de reproduire les résultats dans des cas simples, alors vous dites, OK, on y va, on laisse notre modèle travailler, même sur des cas qui ne sont pas simples du tout. Okay? Par exemple, si vous devez faire rentrer dans l'atmosphère un missile ou une navette spatiale, bah, c'est très difficile de faire des expériences réelles. Donc, vous faites votre modèle mathématique pour un problème de aérodynamique, vous le testez sur des cas raisonnables, et après, vous l'utilisez sur des cas pour lesquels on n'a pas ce résultat. Et donc, c'est ça l'intérêt principal. Vous avez maintenant un laboratoire virtuel que vous pouvez utiliser, même où vous n'avez pas la possibilité d'utiliser le laboratoire réel. Donc, les maths qui partent de la réalité, et après, elles sont un surrogat, ça existe en français? Surrogate? Je ne sais pas. OK? Bon, c'est qui replace la réalité. OK? Mais après, on revient à la réalité. On doit être sûr que ce qu'on a travaillé, sur quoi on a travaillé, est cohérent avec la réalité. Cohérent, c'est un mot trop générique en mathématiques. Les mathématiciens veulent travailler avec des mots précis, avec une interprétation correcte, univoque. Donc, on parle de stabilité, de consistance et convergence. Donc, ce sont des définitions mathématiques qui sont derrière tout ça pour être sûr qu'on a très bien travaillé. OK. Ça, c'est un peu l'idée générale qu'on applique presque toujours. Problème, description du problème à travers les données, modèle mathématique, résolution sur l'ordinateur, validation et après généralisation, abstraction. Alors, avant de vous montrer des exemples spécifiques, j'aimerais quand même vous donner un peu de vision. On est où aujourd'hui avec les modèles mathématiques dans plusieurs domaines? Vous avez ici deux axes. L'axe des X, disons, c'est la complexité du phénomène. Complexité, c'est un gros mot. Après, je vais dire quelque chose à propos de ce mot, mais vous avez tous et toutes une idée intuitive de la complexité. Et ici, vous avez l'incertitude concernant les équations de base. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les phénomènes, en général, se décrivent à travers des équations. Mais ceci n'est pas toujours facile. Et dans certains domaines, il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de recherche. Donc, ici, vous avez l'incertitude concernant les équations, la modélisation des équations. Là, vous avez la complexité du problème. Et vous voyez le problème? Bon, si on est dans cette région-là, c'est bien parce que ça veut dire, grosso modo, que vous avez beaucoup de confiance avec vos équations et la complexité est relativement modeste. Bon,
abordable, c'est jamais modeste ici, abordable, dans la réaction chimie, dans la physique des particules, dans la dynamique des systèmes solaires, etc. Après, si vous allez vers le droite, bon, si on part de la météo, on a beaucoup de confiance sur les équations qui sont derrière la physique, qui décrivent la physique de l'atmosphère, mais ça commence à devenir un problème assez complexe. Donc, la taille de ce problème est grande, okay? Même pour les plus grands ordinateurs qui existent. Et si vous voulez modéliser la turbulence, c'est-à-dire les phénomènes, les coulements de fluide qui sont turbulents, avec donc une représentation de variation de la solution sur toutes les échelles spatiales, alors là, c'est un problème qui a vraiment une complexité énorme. Mais si vous passez en dessous de cette hyperbole, alors là, c'est encore plus compliqué. Hein. Là, c'est la living systems. Non, là, c'est les sciences de la vie, la bio, la médecine. Là, c'est compliqué, encore plus compliqué. La climatologie, on veut prévoir l'évolution de la température d'ici 50 ans, 100 ans. Donc, ce n'est plus la météo, hein, c'est la climatologie. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes, de stochasticité, si on peut dire comme ça. Ou si vous voulez utiliser des modèles mathématiques pour décrire la dynamique sociale pour la démographie, pour l'économie, pour la finance, encore plus compliqué. Là, il n'y a pas ce que les physiciens appelleraient les basic principles, hein, la physique de base, les principes de base, la loi de Newton, par exemple. Okay? Donc là, il y a beaucoup de... tout n'est pas déterministique. Hein. Il faut mettre beaucoup d'incertitudes, donc il faut bien mêler la statistique, l'analyse, les probas et une vision peut-être. Okay? Donc, vous voyez qu'il y a des problèmes qui sont encore, qui font aujourd'hui, nos jours, l'objet des études de la part des chercheurs, de la part des mathématiciens appliqués, et là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et là, ça, c'est le job pour vous, pour votre futur. Alors, complexité. J'ai dit que les modèles, souvent, doivent traiter la complexité. Moi, je vais présenter des exemples où la complexité est évidente. Mais qu'est-ce que c'est la complexité? Alors, les mathématiciens ont toujours besoin de donner des définitions. Mais souvent, c'est compliqué de donner des définitions. Donc, voilà, on commence par les choses de base. Hein, dictionnaire Larousse, complexité. Caractère de ce qui est complexe. OK, merci. On s'arrête presque là. OK? Qui comporte des éléments complexes, il est difficile de démêler. OK, on commence déjà à avoir une petite piste à suivre. Mais on ne peut pas s'arrêter là, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, on ne peut pas demander au dictionnaire Larousse de mettre à jour cette définition, parce que, voilà, il faut un peu entrer en matière. Donc, complexité. C'est quoi la complexité? Alors, il y a plusieurs genres de complexité. D'abord, il y a la complexité du modèle. Ça vient d'où la complexité du modèle mathématique? Ça vient de la présence d'une multiplicité de composantes. Souvent, vous avez des composantes mêlées, composantes physiques ou biologiques, par exemple, ou économiques et sociales. Elles interagissent de façon non linéaire et donnent lieu à des phénomènes d'instabilité. C'est quoi l'instabilité? Bon, vous avez tous et toutes une idée d'instabilité. Ici, l'instabilité signifie que des changements macroscopiques dans les solutions peuvent se manifester en présence des variations microscopiques des données du modèle. Donc, une toute petite variation dans les données peut se manifester dans une variation gigantesque dans les solutions. Terrible. Donc, dans ce cas, c'est vraiment très difficile de trouver des solutions qui soient raisonnables. Sinon, vous avez la multiplicité des échelles caractéristiques du phénomène. Et ça, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus caché. Vous avez des phénomènes qui ont des variations importantes sur des échelles en espace et en temps de plusieurs tailles. Je vais vous montrer un exemple dans un petit moment. Et je prendrai notre cœur, le cœur humain, pour démontrer comment on peut identifier des échelles de comportement de variation dans notre cœur. Donc, ça sera un exemple très concret qui vous donne une idée, j'espère, plus concrète. Sinon, il y a la complexité des algorithmes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas penser de résoudre un problème mathématique qui est gouverné par des équations dérivées partielles avec le papier et le crayon. Vous n'avez pas une formule analytique précise pour décrire la solution. Donc, il faut utiliser l'analyse numérique et les algorithmes. Et les algorithmes, souvent, mènent sur un grand nombre d'inconnus. Alors, je vous donne juste une idée. Dans les exemples que je vais montrer d'ici peu, je ne vais pas insister sur les dimensions, mais je peux déjà vous anticiper que le nombre de variables qu'on traite, le nombre d'inconnus qu'on traite, va de, disons, grosso modo, 1 million jusqu'à 1 milliard
Okay? Donc, ce n'est pas rare aujourd'hui de résoudre des équations qui ont 1 milliard d'inconnus. Et typiquement, ce sont des équations non linéaires. Et après, bien sûr, au niveau beaucoup plus pratique, il y a aussi le problème du logiciel. Il faut mettre à jour le logiciel que vous utilisez. Il faut l'écrire de façon en respectant des critères de modularité pour pouvoir changer des pièces sans changer toute la voiture en même temps, n'est-ce pas? Et pour le réutiliser et pour le faire marcher sur des plateformes de calcul parallèle, sinon vous ne réussirez jamais à résoudre un problème avec 1 milliard d'inconnus dans un temps qui soit un temps raisonnable pour vous. Voilà quelques exemples disons quelques mots-clés qui essayent d'expliquer un peu mieux peut-être l'idée de la complexité. Alors, on doit faire quoi si vous avez un problème complexe? On doit l'identifier, donc on doit savoir que c'est un problème complexe, et à travers les critères dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut le caractériser. Donc, si vous devez résoudre un problème, vous devez savoir quel genre de problème vous avez dans vos mains. Et ça, c'est absolument essentiel. Si vous ne savez pas qu'est-ce que vous cherchez, vous ne le trouverez pas. Vous ne le trouverez jamais. Okay? Il faut là, je ne suis pas sûr quel soit le bon mot en français. Il faut le décomposer, hein, c'est-à-dire démêler peut-être. Donc, vous avez un problème qui a plusieurs échelles, plusieurs composantes. Il faut le partitionner, hein, logiquement. Et ça, c'est en général très difficile. Et après, il faut résoudre, il faut gérer. OK. Alors, j'ai parlé un peu de... J'ai essayé de vous passer quelques notions de base, et maintenant, j'aimerais vous montrer 3 exemples de nature totalement différente. Et pour vous dire que les maths sont vraiment omnivores aujourd'hui, vous pouvez attaquer un problème presque quelconque et essayer de trouver quelque chose de raisonnable. Donc, mon premier exemple, peut-être si on peut baisser un peu la lumière, juste un petit peu. Oui, OK. J'ai vu un mouvement là. Merci. Très bien. Donc, vous avez le corps humain qui est fait de... Bon, ici, on s'occupe de la partie circulation sanguine. Donc, vous avez le cœur, vous avez les artères, vous avez les veines, et on veut étudier ce qui se passe dans notre système circulatoire à travers les maths. Donc, on a besoin de données. On parle de données de la clinique. On doit reconstruire, par exemple, la forme d'une artère ou la forme d'un ventricule. Et après, on doit développer des méthodes mathématiques, des modèles mathématiques, des équations, encore une fois. Et on doit résoudre ce système. Et on veut passer de l'autre côté, c'est-à-dire maintenant interagir avec les cliniciens, avec les médecins. Donc, faire des applications, regarder des applications qui ont intérêt dans la clinique. Et à la limite, même faire des opérations virtuelles. Vous avez plusieurs protocoles d'intervention et lequel est plus adapté à un patient spécifique. Okay? Et voilà, vous pouvez même l'utiliser pour faire le projet des prothèses. On verra quelques exemples. Alors, je commence par un exemple relativement simple. Disons, c'est l'exemple de base. C'est comme si vous devez résoudre des équations algébriques d'ordre 2. Hein, vous devez partir de là. Et c'est quoi ça? C'est une artère. C'est l'artère carotide qui est dans notre cou. On en a 2, donc on est ici. Hein, on est ici. Donc le cœur est par là. Alors vous avez ici une artère qui s'appelle l'artère carotide qui bifurque. Et une branche va directement au cerveau. Okay? L'autre sert pour alimenter, nourrir notre face, les muscles de notre face. Alors pourquoi c'est intéressant d'étudier cet écoulement? Parce que souvent il y a des phénomènes pas très agréables. Il y a une restriction, une occlusion de cette artère due au dépôt du gras. Hein. Si vous allez trop souvent manger chez, je ne dis pas chez qui, mais vous comprenez très bien, donc des frites, vous ne savez pas quoi, alors là c'est un peu risqué. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait en général? Eh bien, les docteurs doivent savoir s'ils doivent intervenir ou non, par exemple. Donc d'abord, qu'est-ce qui se passe dans une artère saine? Alors c'est une artère saine, c'est une artère d'un patient réel. Est-ce qu'on peut encore passer un petit peu? Merci, parce que j'aimerais vous montrer quand même le périmètre de cette artère, sinon on ne voit pas. Oh, super, désolé. Ça va comme ça? OK. Donc, vous voyez, ça c'est la branche principale, c'est ici. Alors, ça c'est horizontal, juste pour des questions de visualisation. Sinon, ça c'est ce qu'on appelle internal carotid artery, c'est la branche intérieure qui va au cerveau, et l'autre c'est la branche extérieure. Donc, ici, vous avez un battement cardiaque, et c'est l'ondelette typique du battement cardiaque. Ici, c'est le pic systolique, et là, c'est le pic diastolique. Donc, c'est 1 seconde, grosso modo, pour moins qu'une seconde. Et ici, vous voyez l'écoulement du fluide. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit
profil de la vitesse. Okay? C'est la vitesse du son prise en différentes sections. Donc, ici, elle est très cylindrique, très belle. Pardon, je voulais dire parabolique. Donc, c'est un profil parabolique. Et là, c'est un profil très perturbé. Et ça, c'est réel. C'est une artère saine. Pourquoi c'est très perturbé? Parce que ça semble bizarre, mais près de la surface extérieure, dans la phase diastolique, notre sang retourne vers le cœur. Donc, il y a un retour de sang. Et ça, c'est physiologique. Hein, ça, c'est le cas correct. Ici, on a résolu les équations de Navier-Stokes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le sang est un fluide, grosso modo. C'est un fluide newtonien, très grosso modo. Donc là, on fait déjà des modélisations. Et c'est un fluide qui varie, l'écoulement varie au cours du temps, pour tout point. Et ici, on décrit la vitesse et aussi la pression dans chaque point de notre système. C'est un système 3D, c'est un domaine 3D, et au cours du temps. OK. Et ici, vous voyez l'utilisation pratique de ça. Ça, c'est une artère après l'opération, et ça, c'est l'artère avant l'opération. Donc, c'est un patient vrai. Okay? Alors, vous voyez le coulement qui est totalement différent. C'est beaucoup plus laminaire, plus simple ici, plus smooth, plus doux ici. Et là, c'est plus rapide, donc il y a l'échelle de vitesse. Vous avez plus de rouge ici. Le rouge est le maximum de la vitesse, maximum de l'échelle. Parce qu'il y a une restriction, donc vous avez une accélération de l'écoulement. Alors, cette artère-là est beaucoup plus grande parce que c'est après l'opération. Ici, il y avait l'artère, mais elle était complètement occupée par cette plaque, qu'on dit plaque athérosclérotique. Okay? Alors, ça, c'est avant l'opération et ça, c'est après l'opération. Et c'est une opération mathématique. Donc, avant de faire l'opération réelle, vous pouvez suggérer au docteur quel est le dessin optimal, l'optimal design. Il y a des grands experts ici, des scientifiques qui sont des experts mondiaux à l'école polytechnique sur l'optimal design. Okay? Voilà, ça c'est de l'optimal design appliqué, pas à une voiture, pas à un vélo, pas à un casque, mais à une artère de notre corps. Okay? J'aimerais vous faire remarquer que les maths ne sont pas, intrusives, on peut dire ça. Okay. Vous n'avez pas besoin de soumettre le patient à beaucoup d'examens qui coûtent, qui sont douloureux, qui sont, bon, disons, au niveau social, ont un impact. Vous pouvez trouver une solution optimale dans votre laboratoire et après, quand vous êtes sûr que c'est la bonne solution, la suggérer au médecin. Et bien sûr, espérer que le médecin vous croit. Et là, il faut établir un peu de confiance, sinon, ça n'arrive pas le premier jour. OK. Alors, mais la vie est beaucoup plus compliquée que ça parce que, heureusement pour nous, nos artères se déforment. Elles ne sont pas rigides. Elles se déforment tout le temps. Aussi, encore notre carotide de tout à l'heure, mais maintenant, vous voyez comment elles se déforment au cours du temps. Alors, il faut dire qu'il y a une amplification de facteur 5 pour montrer mieux, mais quand même, il y a une déformation importante. Vous avez l'écoulement interne, c'est l'écoulement sanguin. Les flèches, ce sont les vecteurs de la vitesse. La couleur indique la valeur de la pression. Et ici, vous avez le déplacement c'est une section, donc vous avez la section longitudinale. Vous voyez la déformation de l'artère, qui est de la paroi, qui est une structure solide. Okay? Donc, c'est un problème que les mathématiciens appellent d'interaction fluide-structure. Le fluide à l'intérieur, la structure à l'extérieur qui interagissent. Donc, très grossièrement, on peut imaginer que durant la phase systolique de pompage du sang, l'énergie passe du fluide, du sang, à l'artère, qui est élastique, qui se déforme, et après, durant la phase diastolique, l'artère retourne l'énergie au sang. Et ça crée un mécanisme vertueux de transfert de ondes de pression, et ceci en particulier garantit que la pression dans notre corps est presque la même si vous la prenez à la sortie du cœur et dans la phase, à la périphérie de notre corps. Sinon, on aurait des variations de pression très grandes. C'est un problème mathématiquement parlant très compliqué à résoudre. Et voici les équations. Alors, encore une fois, je ne prétends pas que vous compreniez les équations. Si vous les comprenez, très très bien. Mais on a trois ensembles d'équations, trois champs. Hein. On appelle ça le three-field problem, trois champs d'équations.
Donc, il y a l'équation des fluides, c'est le sang. Là, vous avez encore les équations de Navier-Stokes que vous avez tout à l'heure. Bon, elles sont un peu plus compliquées parce qu'elles sont maintenant écrites dans un domaine qui est variable au cours du temps. C'est le lumen, donc c'est la partie interne où il y a le coulement du sang. Ici, vous avez des équations pour la déformation de la paroi. Donc ça, c'est solide. Et là, vous avez la géométrie, l'équation de la géométrie. Vous avez à chaque temps la déformation du volume occupé par le sang. Donc, vous avez géométrie, fluide, structure élastique, solide. Et vous avez de temps en temps des équations rouges qui lient entre elles les variables solides, fluides et géométriques. Donc, c'est un système couplé. C'est très compliqué à résoudre, mais j'aimerais vous montrer maintenant comment on peut arriver à trouver des solutions qui sont d'intérêt pour les docteurs. Alors, notre cœur est ici. Celle-là est l'artère aortique. Ici, il y a l'arc aortique. Et ici, il y a les carotides qu'on a vu tout à l'heure. Et ici, vous avez le ton. Et ça, c'est le ton physique. Donc, ça, c'est le ton du battement cardiaque. On va de 0 jusqu'à 1,8. Et c'est le temps pour 2 battements cardiaques. Donc, un battement dure grosso modo 0,9 secondes. Okay? Ça, c'est déjà le deuxième pic systolique. Vous voyez la ligne de courant et de la vitesse. Et aussi, les différentes couleurs indiquent les valeurs de la pression. Donc, ici, on arrive vers le deuxième diastole. Et là, vous voyez un détail de la solution. C'est vraiment 3D, comme vous le voyez, assez importante, avec une structure importante. Ici, on recommence le battement, donc on aura la première systole. Okay? Et ce que vous voyez ici, le déplacement de l'artère à l'extérieur. Donc on va de 0 jusqu'à 0,4. 0,4 signifie 4 mm. Donc la déformation de l'artère est de 4 mm, ce qui est considéré une grande déformation en maths, même en physique. Donc voilà, en résolvant les équations de tout à l'heure, vous avez la possibilité de décrire pour chaque instant de notre battement cardiaque l'évolution de l'écoulement sanguin. Pour un patient qui est sain, pour un patient qui n'a pas de problème. Mais bien sûr, vous pouvez l'adapter à des questions de là où vous avez des pathologies. Okay? Ça, c'est le même genre d'étude de tout à l'heure, sauf que maintenant, on est un peu plus dans la phase distale, comme on le dit. Ça, c'est la bifurcation de l'iliaque. Et ici, vous avez le même genre de représentation de tout à l'heure. Et la différence essentielle est que vous voyez ici que le déplacement est beaucoup plus petit. C'est 0,12, donc c'est 1,2 mm à la place de 4 mm. C'est parce que si on s'éloigne du cœur, le déplacement des artères devient de moins en plus important. Okay? Voilà, donc un exemple. Alors, c'est juste pour vous donner une idée. Ici, on utilise quelques dizaines de millions d'inconnus, mais le problème est tellement compliqué parce que la dynamique est tellement rapide qu'on doit résoudre pour chaque seconde, donc pour chaque battement cardiaque, on doit résoudre 10 000 fois l'écoulement. Donc, c'est comme si on a partitionné les temps en utilisant des pas de temps de 10 à la puissance moins 4 secondes. Et pour chaque pas de temps, on doit résoudre la dynamique couplée, fluide, structure, géométrie. Et pour résoudre 2 secondes du temps physique, le temps réel, il nous faut grosso modo 2 semaines sur un grand ordinateur parallèle à l'échelle européenne. Un grand ordinateur parallèle, dans ce cas, un ordinateur qui est capable de faire 200 milliards d'opérations par seconde. Donc, chaque seconde, 200 milliards d'opérations. Les opérations qui sont possibles pour un ordinateur, c'est-à-dire des opérations algébriques élémentaires. Addition, soustraction, multiplication et division. Okay. Ça vous donne une idée de la complexité du problème. Le cœur. Eh bien, le cœur est à la base de tout ça. Et vous savez comment, grosso modo, le cœur fonctionne, n'est-ce pas? Donc, vous avez une veine qui s'appelle la vena cava supérieure, donc à travers laquelle il y a le sang veineux qui rentre dans l'atrium à droite. Il y a une valve qui porte ce sang dans le ventricule droit. À travers la valve pulmonaire, ce sang, et donc l'artère pulmonaire, le sang passe au poumon pour l'oxygénation et revient à travers l'atrium gauche. Et à travers cette valve, il rentre dans le ventricule gauche. Et grâce à la compression, donc à la phase systolique, il vient éjecter dans cette artère que vous avez vue tout à l'heure, qui est l'artère aorte. Donc, on aimerait modéliser tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? On part d'où? On part de quel genre de physique? On part de la physiologie dans ce cas. N'est-ce pas?
Donc, on doit aller jusqu'à l'échelle petite, voir chaque cellule de notre cœur, comment elle est faite, et comment activer la contraction et la dilatation de la cellule. Okay? Parce que c'est en partant de ce déplacement, je dirais, microscopique, pour un effet combiné, qu'il y a un déplacement global. Et le déplacement global est celui qui, après, détermine le rythme de pompage du sang. Mais qui active cette cellule? Eh bien, c'est un phénomène électrique. On a de l'électricité dans notre cœur qui se génère à chaque seconde. Et donc, on doit étudier la façon avec laquelle le champ électrique va stimuler la contraction, la dilatation des cellules, et ceci donne lieu à un phénomène global couplé. Je parlais tout à l'heure du multi-échelle, et vous en avez une idée ici. D'abord, il y a un multi-échelle dans l'espace. On est intéressé à étudier le problème à l'échelle du corps entier. Si on va résoudre le problème, par exemple, dans l'artère aorte. Donc ici, l'échelle est celle des mètres. Okay? Le cœur, bon, pour le cœur, l'échelle, ce sont les centimètres. Si vous allez dans les tissus, vous allez jusqu'au sarcomère, et qui est l'unité de base, et là, vous êtes au niveau des 0,02 mm. Donc, vous passez des 0,02 mm à 1800 mm. Donc, c'est grosso modo un changement d'échelle qui est de l'ordre de 10 à la puissance 6. Okay? Ça, c'est la partie spatiale. Maintenant, si vous allez à la partie temporelle, c'est encore pire, parce que le médecin est intéressé à étudier le problème sur le cycle de la vie, donc, qui est de l'ordre de 10 à la puissance 8 secondes. Mais les ondes électriques qui se propagent, elles sont dictées par la polarisation du calcium, et là, le phénomène, lui, se passe à une échelle qui est de l'ordre de 10 à la puissance 3 secondes. Donc, il y a un écart de 11 échelles de temps entre le phénomène le plus rapide qu'on veut simuler et le phénomène le plus long qu'on veut simuler. Alors, c'est un exemple, je dirais, plastique de présence des multi-échelles spatiales et temporelles qui est vraiment très, très difficile à gérer. Et si on part de modèles mathématiques, alors là, on doit avoir des équations pour l'électrophysiologie, voilà, et donc des équations différentielles partielles qui sont, disons, grosso modo, si vous avez entendu parler des équations de Maxwell, eh bien, ce sont les équations de Maxwell avec un peu de simplification. Après, on doit aller au niveau de l'activation mécanique des cellules. Ici, on a un système d'équations différentielles ordinaires, et donc là, c'est facile. Après, on doit activer la déformation de la structure. Donc là, c'est la mécanique de l'élasticité. Et dans les ventricules, on a l'écoulement sanguin, donc c'est la dynamique des fluides. Donc vous avez 4 grandes boîtes qui contiennent des systèmes mathématiques différents qui doivent interagir entre eux sur des échelles qui sont très liées, mais sont aussi très différentes. Voilà la difficulté, la grande difficulté pour ce genre de problème. Alors il y a je dirais grosso modo une dizaine d'équipes au monde qui essaient de faire ce qu'on appelle le heart integration, l'intégration de tous ces phénomènes. C'est un domaine de recherche très fascinant, très, très ouvert, très actuel et aussi très compliqué. Alors je ne vais pas insister là-dessus parce que c'est un peu trop compliqué, mais voilà, c'était juste le détail des équations. Mais voilà. Je vais juste vous montrer qu'est-ce qu'on trouve grâce à ça. Alors ça, c'est un ventricule idéalisé. On le dirait un ventricule académique. On doit partir d'un ventricule académique pour voir si, au moins dans ce cas, le problème est résolu correctement. Alors ici, vous voyez le déplacement, et là, c'est la vue latérale, et ici, c'est la vue, disons, top, aérienne. Et on a 3 macro-phénomènes que votre modèle doit être capable de capturer. Ça, c'est seulement la partie élastique. Le premier phénomène est une compression. À chaque battement cardiaque, notre cœur se comprime, comme ça, compression verticale. Le deuxième est la dilatation, qui est à la base de l'éjection du fluide, n'est-ce pas? Donc, diastolique, systolique. Et la troisième est la rotation. Si vous regardez un cœur qui bat, il faut vraiment une torsion importante du cœur. Donc, torsion, compression verticale, dilatation. Alors, votre modèle mathématique doit être capable au moins de simuler ce genre de comportement sur un problème idéalisé, sur un ventricule idéalisé. Mais
mais qu'est-ce que vous pouvez faire sur un ventricule réel? Qu'est-ce que vous pouvez faire sur un cœur réel? Alors ici, vous voyez un exemple. C'est un exemple pour un patient vrai. Vous voyez son cœur, vous avez deux ventricules. Ce phénomène, cette vitesse est la vraie vitesse. Maintenant, vous voyez d'abord la vitesse décélérée. C'est une pathologie qu'on appelle LBBB. C'est une pathologie qui est grosso modo comme la pathologie de l'arythmie. Donc, vous avez un phénomène d'amplification de la propagation des ondes. Ici, vous avez le potentiel, le champ potentiel. Je reviens en arrière, peut-être vous voyez encore une fois. Bon, d'abord, maintenant, vous voyez la vitesse réelle. Okay? Maintenant, vous verrez la vitesse réelle des ondes. Ça, c'est la vitesse réelle, ce qui se passe réellement. Okay? Ça, c'est le potentiel. Ça, c'est le facteur de contraction de chaque cellule. Et ici, vous voyez le déplacement. Okay? Alors, il n'y a pas de possibilité d'avoir ce genre de représentation à travers des images médicales. Donc, les maths peuvent vraiment vous donner une richesse d'informations extraordinaire pour mieux comprendre quoi faire dans ce cas comme ça. Comment intervenir, par exemple. OK. J'ai encore du temps, n'est-ce pas? OK. Alors, je pourrais continuer avec les maths pour la santé, mais il y a, comme vous pouvez l'imaginer, une infinité de problèmes qui sont posés par notre corps. Le corps est un laboratoire d'une complexité, d'une richesse extraordinaire. Mais voilà, maintenant je vous montre quelque chose de complètement différent. Maths pour notre sécurité. Et j'aimerais vous montrer, vous parler de géophysique, de tremblement de terre. Donc, on change complètement de scénario. Okay? De pire en pire. Donc, on aimerait modéliser une onde sismique. Pourquoi faire? Pas pour prévoir les tremblements de terre. Vous savez que ça, c'est très compliqué, très difficile, peut-être impossible. Mais pour prévoir les effets qu'un tremblement de terre aurait sur, par exemple, des bâtiments, des structures importantes, des centrales nucléaires ou des éléments du patrimoine mondial. Donc, il faut comprendre les choses à la base. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la base? Il y a des ondes de pression qui se déterminent et qui se propagent dans le terrain. Il y a plusieurs ondes, il y a plusieurs types de ondes. Les principales, ce sont les ondes primaires dites de compression et secondaires dites transverses. Et un sisme crée des ondes de type P, de type S, qui se propagent dans toutes les directions, et c'est leur interaction sur la surface de la Terre qui détermine les dégâts, qui détermine la dissipation énergétique, et donc en particulier les dégâts. Alors, c'est juste pour vous donner encore une idée à travers un cartoon, les ondes P, si c'est ça la direction de propagation de l'onde, les ondes du type P déterminent un tremblement dans la direction verticale. Okay? Tandis que les ondes S, elles, déterminent un déplacement dans la direction transversale. Okay? Et la plupart des dégâts qui est causé par un tremblement de terre est le résultat d'une interaction entre les ondes de type S, donc ce genre de ondes-là. Elles sont caractérisées par des vitesses de propagation différentes et par le fait que, par exemple, vous voyez que les ondes S, elles se propagent seulement à travers les milieux solides, tandis que les ondes P se propagent à travers n'importe quel genre de milieu, donc même à travers la mer, par exemple. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on veut étudier? On veut étudier des équations qui soient capables de représenter ce genre de ondes. Donc, dans ce cas, vous avez des équations encore qui sont du même style que celles que vous avez tout à l'heure, mais bien sûr, maintenant, les termes vont se combiner de façon différente. Donc, vous avez des équations qui, si vous êtes capable de les résoudre, elles vous donnent le déplacement U. Alors, c'est quoi U? U est le déplacement du terrain au point X, Y, Z et au temps T, pour n'importe quelle valeur de X, Y, Z et T. Donc, si vous êtes capable de résoudre ce problème, vous avez le déplacement, et après, vous prenez la dérivée première par rapport au temps, vous avez la vitesse, par exemple. Sinon, si vous calculez d'autres quantités, vous avez l'énergie qui est créée par ça. Donc, encore une fois, il y a un problème de ce type à résoudre, et on va voir maintenant comment on peut l'appliquer. Et je vous donne 3 exemples différents, réels. Bon, le premier, c'est encore un problème académique.
c'est-à-dire que bon, le Colosseo, ce n'est pas académique, bien sûr, ça existe vraiment, mais on fait une simulation virtuelle. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord la représentation du Colosseo, donc on fait représentation géométrique. On utilise, excusez-moi, on utilise dans ce cas 100 000, grosso modo c'est 100 000, un peu plus que 100 000 éléments géométriques différents qui se composent pour donner la structure globale. Donc la structure est connue à l'ordinateur à travers 100 000 briques, 100 000 pièces élémentaires. Ce sont des hexaèdres dans le cas spécifique. Chacun a des caractéristiques physiques différentes. Ce n'est pas un matériel homogène, comme vous pouvez l'imaginer. C'est une structure qui date depuis quelques milliers d'années. Et après, vous utilisez votre équation pour résoudre le problème. Et quel genre de problème? Par exemple, ici, vous prenez un gros marteau et vous frappez une partie du Colosseo. Vous simulez une onde qui arrive quelque part, et vous voyez comment cette onde va se propager dans le Colosseo. Et vous voyez ici, à des temps différents, comment cette onde se propage. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des couleurs, on voit la déformation. Donc, on voit l'effet que cette onde a sur le Colosseo. Donc, si vous êtes dans les rouges, la déformation est maximale. Si vous êtes dans les bleus, il n'y a pas de déformation. Donc, vous pouvez faire ce genre d'expérience virtuelle dans votre laboratoire et voir comment une structure comme ça pourrait réagir à une onde sismique de taille différente. Alors maintenant, on passe à un cas réel où on va vraiment simuler un tremblement de terre. Ça, c'est un pont et il y a un train qui passe dessus, toujours. Okay? Et on va voir comment ce pont va réagir à un tremblement de terre. Là, c'est une région particulièrement critique de ce point de vue. Alors, vous avez une amplification de facteur 5, mais néanmoins, vous voyez la déformation du pont. Okay? Alors ici, on est en train de simuler un phénomène avec une énergie sur l'échelle Richter de 5. Et vous pouvez voir quel niveau le point va résister. On propage l'onde partout, et en particulier, on va voir comment elle interagit avec le pont. Maintenant, vous pouvez faire des scénarios différents. Vous augmentez votre Richter, et vous passez à 5.5 ou 6, et vous voyez quels sont les éléments qui résistent et les éléments qui ne résistent pas. Pourquoi on fait ce genre d'études? Parce qu'on aimerait intervenir et changer les éléments là où ils ne sont pas suffisamment résistants. Donc, encore une fois, c'est un examen préliminaire qu'on fait pour éviter des dégâts majeurs en cas d'un tremblement de terre. Et ici, je vous montre maintenant un autre exemple qui, vous verrez, c'est un tremblement de terre de 6.2 sur l'échelle Richter. Donc, il y a eu des effets importants même sur la population. En Nouvelle-Zélande, il y a 3 ans, je crois. Et vous verrez un petit film qui montre qu'est-ce qu'on fait au niveau mathématique. Donc, on est intéressé à étudier le problème en Nouvelle-Zélande. Donc, Christchurch, c'est la deuxième ville de la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est ici, c'est une région très critique pour sismiquement parlant. Et on prend cette région-là, on veut faire notre simulation, on détache idéalement un morceau de terrain, vous voyez, c'est 50 km x 40 km x 10 km ici. Ça, c'est notre domaine de calcul. Dans notre domaine de calcul, on doit faire si vous avez jamais entendu parler d'éléments finis, très bien. Voilà, on fait des macro-éléments finis ici. Dans chaque élément fini, on met des structures beaucoup plus fines. Et là, on a les inconnus. Donc, les inconnus sont les degrés du polynôme qu'on met, les valeurs du polynôme qu'on met dans chaque structure. C'est un peu plus compliqué. Mais en partant de là, on peut faire la simulation. Et si on fait la simulation, on trouve, par exemple, ça c'est le centre de Business District, et ça ce sont les buildings du Business District, on voit comment ils ont réagi à ce tremblement de terre. Vous verrez maintenant le déplacement, vous voyez l'onde qui arrive, et comment il résiste à l'onde. Donc le déplacement, le maximum est le rouge. Vous voyez la différence de couleur vous donne l'idée de la déformation des différents buildings, des différents édifices. Et bien sûr, la différence de réaction est due à la géométrie des buildings d'un côté et aussi à leur composition. Donc, si vous pouvez tracer, vous avez une base de données qui décrit comment votre centre est fait, donc comment elles sont faites les buildings, vous pouvez étudier ce genre de phénomène. Alors ici, on est intéressé en particulier à voir combien d'énergie est capturée à l'intérieur de ce centre par l'effet de combinaison des différentes ondes. Donc, il y a des interactions non linéaires entre les ondes. Donc, si l'énergie capturée est très grande, alors ceci, bien sûr, va produire beaucoup plus de dégâts. Donc, on fait, là aussi, il y a un problème multi-échelle parce que ce centre a une taille qui est de l'ordre de 1 km par 1 km, mais
on veut faire transiter l'onde sur notre domaine de calcul qui est de l'ordre de 50 km par 40 km par 10 km. Donc, il y a une échelle spatiale très importante. On veut propager l'onde correctement sur toute cette échelle. Donc, ici, ce sont les maths pour prévoir les effets des événements, disons, importants, des événements extrêmes. Ça peut être un tremblement de terre, ça peut être un flooding, vous avez de l'eau une inondation, etc., etc. Des éléments extrêmes. Alors maintenant, je vais terminer en parlant de choses un peu plus légères, donc d'une utilisation des maths un peu plus, disons, tranquille. Et je parle de sport, de loisirs et de sport. Pourquoi on peut imaginer d'utiliser le modèle mathématique pour le sport, pour le loisir? Eh bien, voilà. D'abord, les domaines dans lesquels nous, on a travaillé. Donc, on avait cité la Coupe de l'Amérique, la Formule 1, les maillots de bain et l'aviron. Je vais juste toucher quelques exemples pour vous dire que vraiment on peut appliquer les maths partout et pourquoi faire. Donc, je pars d'un cas qui est probablement moins connu et qui est peut-être considéré pas tellement important, mais en effet, il est très important. Donc, des casques. Casques pour la moto, donc pour des motos qui font la compétition et même pour nous, qui ne font pas la compétition. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce qu'on devrait théoriquement faire si on doit construire des casques? Quels sont les problèmes qu'on devrait se poser? Quels sont les tests qu'on doit passer? Aujourd'hui, on doit passer des tests. Okay? Donc, d'abord, étudier l'aérodynamique. On veut que notre casque soit, bon, dans le cas en particulier des compétitions, que notre casque soit aérodynamique. Donc, qu'il pose très peu de résistance à l'écoulement fluide. Le deuxième aspect est la partie thermofluidynamique. Ça veut dire quoi ça? Eh bien, ça veut dire qu'on doit extraire le sueur, donc on transpire. Et dans notre casque, il y a des canaux qui font transiter de l'air pour extraire l'humidité. Ce n'est pas du tout banal. Et le troisième aspect, l'acoustique. On veut écouter la musique, par exemple. Okay? Donc, on veut que l'interaction acoustique ne soit pas trop grande. Et enfin, je dirais, last but not least, le crash analysis. Donc, vous voulez être sûr que votre casque, dans le cas d'un impact, va résister correctement. Donc, il y a vraiment beaucoup de, je dirais, domaines de la physique, plus ou moins traditionnels, qui pourraient être utilisés, qui pourraient être, disons, dans lequel on doit se cimenter pour essayer d'écrire nos modèles. Et pour trouver des résultats dont je ne vais pas maintenant écrire toutes les équations, parce que ça prendra une heure, mais je vais juste vous donner des idées de la solution et de ce qu'on ne s'attend pas a priori. Bon, ici, on voit le flux autour du casque. Ça, ce n'est pas un casque de MotoGP. Ça, c'est un casque habituel. Donc, vous voyez l'écoulement turbulent qu'on a autour du casque. Vous voyez la ligne de courant, comment elle donne lieu à des perturbations, des vorticités, à des tourbillons, donc finalement la turbulence autour du casque. Vous voyez à l'intérieur du casque, je vous ai dit qu'il y a des canaux. Donc, on prend de l'eau et elle transite à l'intérieur du casque et après elle sort. Et ici, on voit comment, vous voyez, le problème est le problème de déterminer ce labyrinthe de canaux afin d'optimiser la quantité d'humidité extraite. Ce n'est pas un problème banal du tout. D'autant plus qu'ici, le flux est accéléré. Donc, il y a des grandes vitesses et chaque fois que le flux est à grande vitesse, au niveau mathématique, ça pose des problèmes. Les fameuses équations de Navier-Stokes de tout à l'heure sont encore un des problèmes ouverts des maths, parce que si vous prenez des nombres de Reynolds dans des vitesses grandes, alors on n'a pas encore un théorème d'unicité. Et pour les mathématiciens, ça c'est vraiment un problème qui ne fait pas dormir la nuit. Vous ne savez pas si votre équation est une solution unique. Si vous n'avez pas de solution unique, si vous utilisez l'ordinateur pour résoudre un problème qui n'a pas de solution unique, qu'est-ce que vous trouvez? Vous n'êtes pas capable de dire a posteriori si vous avez bien travaillé ou non. Vous pouvez trouver rien du n'importe quoi. Okay. Donc ici, c'est un problème avec un écoulement qui est vraiment très, très accéléré. Et donc, c'est très difficile de résoudre le problème à l'intérieur du casque. Vous ne savez pas, je suppose,
à connaissance de ça jusqu'à maintenant, et je pense que vous continuez tranquillement à conduire votre moto, mais il faut savoir qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de travail à faire, et ce sont les physiciens et les mathématiciens qui le font. Et ça, c'est l'énergie turbulente autour du casque. Donc, il y a beaucoup de turbulence qui est générée autour du casque, et c'est grâce à cette compréhension qu'on peut, d'un côté, bien dimensionner les casques pour réduire la turbulence, pour réduire la vibration, pour réduire la perturbation acoustique, et bien sûr, après, il y a un problème de matériaux à étudier pour essayer d'obtenir un casque qui se comporte bien dans le cas de crash. Alors, ça, c'est un nageur réel, c'est un nageur qui a gagné les Olympiades il y a quelques années, c'est un Italien, je ne vous dis pas le nom, mais on l'a scanné, donc on a construit son 3D, on a fait une reconstruction 3D complète, grâce à une machine de résonance magnétique qui, à l'époque, existait seulement à Grenoble. Donc, je suis content de pouvoir vous dire qu'il y a eu une coopération internationale ici. Donc, il y a une dizaine d'années, ce monsieur a passé dans une machine qui était à Grenoble, et grâce à ça, on a pu construire sa géométrie. Après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaie de calculer l'écoulement autour de lui. Et là, vous voyez un détail de la solution, c'est la pression. La pression signifie force, distribution de force, distribution de force de cisaillement, de shear stresses, et on veut essayer de construire un maillot qui soit capable de réduire au minimum la résistance durant la natation. Et la résistance a plusieurs composantes. La plus évidente est le frottement, mais ce n'est pas la plus importante ici. La plus importante est la résistance due à la présence de la couche limite turbulente. Donc, il y a une couche limite très, très fine autour du nageur dans lequel il y a un monde qui se passe au niveau physique. Donc, il y a l'écoulement qui devient très turbulent. Donc, on veut réduire au minimum l'épaisseur de la couche limite et donc accélérer la transition écoulement laminaire, écoulement turbulent, et afin de minimiser les efforts turbulents sur la surface du nageur. Et comment on y arrive? On y arrive en essayant de s'inspirer de quelque chose qui est très naturel, le peau des requins. Le peau des requins n'est pas lisse, elle a des protubérances microscopiques. Elle a ce que les ingénieurs aéronautiques appelleraient les riblets. Les riblets, ce sont des micro-protubérances qu'on utilise même sur les ailes des avions, justement pour réduire la résistance, pour réduire la turbulence, si vous voulez. Alors, on s'inspire de la peau des requins pour travailler sur le tissu et le rendre très semblable à ce que vous voyez dans la nature, afin de minimiser ce genre de résistance. Donc là, l'objectif est de faire un maillot qui soit le plus performant que possible au sens de sa possibilité de réduire l'écoulement turbulent. Vous savez peut-être que dans les derniers Jeux olympiques, il y a eu beaucoup de records qui ont été cassés, donc améliorés dramatiquement. Et c'est à cause de ça que maintenant la Fédération olympique internationale a décidé de banner les maillots de bain entiers. Ils ne savent pas comment faire pour mettre des contraintes. Moi, j'ai participé à quelques discussions de ce genre. Donc, ce n'est pas évident comment vous pouvez réglementer tout ceci. Et alors, si vous ne savez pas quoi faire, vous empêchez. C'est ça un peu l'idée du sport, n'est-ce pas? Quand les évolutions sont tellement rapides, les progrès sont tellement rapides et extraordinaires, alors ou bien vous comprenez et vous limitez, ou sinon, vous empêchez. Et donc, maintenant, on revient en arrière, et donc, ce genre de maillots sont interdits. Mais ça ne durera pas longtemps, parce que finalement, le sport, une composante importante du sport est le fait que vous voulez que les choses améliorent, vous voulez avoir des prestations qui améliorent tout le temps, et donc, c'est une idée naturelle d'essayer d'améliorer aussi la technologie qui est derrière le sport. Dans le cas de l'America's Cup, le défi est encore plus important, a été encore plus important. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On essaie d'améliorer la forme globale de la voile, de la coque,
de la quille et de toutes les composantes. Alors, c'est un cartoon, vous voyez. Il y a une idée de l'architecte. Vous faites la géométrisation de cette idée dans la représentation géométrique avec des éléments finis ou d'un volume fini. Et après, vous écrivez un modèle mathématique que j'ai caché pour l'instant. Vous résolvez ce modèle mathématique et vous trouvez la ligne de courant, vous trouvez les forces, les stress, les contraintes, etc., etc. Tout ça est finalisé à améliorer, optimiser les formes de notre bâton. Alors, je vous montre quelques détails. Ça, c'est l'interaction fluide-structure. On a déjà vu un exemple d'interaction fluide-structure, l'écoulement sanguin et l'artère qui se déforme. Ici, vous avez l'air et la voile qui se déforment. Donc, fluide et structure. Donc, mathématiquement parlant, c'est le même problème. C'est ça qui fait la force des maths. Vous pouvez écrire des problèmes totalement différents, dans un domaine totalement différent, à travers les mêmes équations. Bien sûr, les données sont différentes. Bien sûr, la caractérisation des matériaux est différente. Ici, c'est une voile. Là, c'était la biologie, c'était le corps humain, c'était la Terre. Okay? Mais le noyau mathématique est le même. Et c'est grâce à ça que nous, en tant que mathématiciens, on peut travailler pour des docteurs, pour des ingénieurs qui font de Earth Engineering, ou pour des géophysiciens qui sont intéressés au tremblement de terre, et pour, dans beaucoup d'autres contextes. Notre force est la conceptualisation mathématique des phénomènes. Et les noyaux mathématiques qui sont clairs, bien compris, et qui peuvent s'adapter. Donc ici, en particulier, vous voyez un écoulement qui rentre dans la voile. Vous voyez ici les lignes de courant qui sont parallèles, pas de perturbation. Et après, dès qu'elle rentre dans la voile, idéalement, chaque particule d'air vient perturber. Il y a des formations de grande vorticité ici, la turbulence, etc., etc. Donc, s'il y a un écoulement très turbulent ici, les voiles vont perdre leur raideur, leur stiffness. Et donc, elles se déforment. Si elles se déforment, elles perdent de portance. Et donc, dans ce cas en particulier, elles perdent de performance. Donc, comment dimensionner correctement les voiles, comment étudier leur forme, comment étudier la distribution des matériaux afin de garantir, si possible, une raideur, stiffness, optimale. Bien sûr, ce n'est pas que la voile. Bon, d'abord, les équations. Vous avez des équations de l'écoulement de fluide dans l'eau et dans l'air. Et à la surface, c'est quoi la surface? C'est l'onde. L'onde, la surface d'onde, la séparation, l'interface entre l'eau et l'air. Là, vous avez encore des équations à garantir que les variables en dessus et en dessous se parlent. On a des relations de continuité de la vitesse et des contraintes. Voilà. Alors là, on doit résoudre un problème que le mathématicien appelle un problème de multiphase, parce que vous avez deux phases, la phase liquide et la phase aérienne. Mais malheureusement, ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que dans ces cas, l'écoulement est turbulent. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas encore possible de simuler directement un phénomène turbulent à travers les maths, dans un cas très général comme celui que vous voyez ici. Donc, on doit modéliser la turbulence. Ça, c'est un concept un peu compliqué, mais j'essaie de le représenter de façon très, très simple et un peu synthétique. La turbulence, si vous avez un phénomène de turbulence, cela implique que vous avez un transfert d'énergie parmi toutes les échelles, de l'échelle macroscopique, qui est la dimension de la voile dans ce cas, à l'échelle microscopique, qui est celle après laquelle il y a dissipation énergétique. Donc, il y a un transfert d'énergie et un retour d'énergie. Vous ne pouvez pas tout simuler parce que le problème aura une dimension qu'aucun ordinateur au monde pourrait le traiter. Donc, il faut traiter seulement les tourbillons les plus grands et oublier les plus petits. Mais si on les oublie complètement, on trouve une solution qui n'a rien à voir avec la physique. Donc, on ne les résout pas, mais modélise leur interaction sur les tourbillons grands. Et ceci s'appelle modélisation en turbulence. C'est une discipline additionnelle à étudier. Alors, je vais juste terminer en vous montrant deux voiles en compétition. Celle-ci et celle qui suit. Donc, la plus rouge parce qu'elle a plus de vent. Okay. Et là, vous voyez la coque, la quille, le bulbe, et les ailettes et l'aviron. Et le gouvernail. Donc, ça, c'est une résolution complète de deux voiles en compétition. Et ce sont des voiles, comme vous voyez, qui ont la forme de la classe de Cutter America traditionnelle, celle qui était avant les catamarans.
Donc ici, c'est un détail de bulbe. Mais maintenant, là, c'est à partir de 2010, il y a le catamaran. Et là, c'est une machine gigantesque. C'est une machine qui vole. Vous voyez, elle est complètement suspendue. Il n'y a plus d'appendice, il n'y a plus le bulbe qui pèse 20 tonnes, qui est là pour stabiliser. Il n'y a rien du tout. Donc, cette machine vole. Le contact avec l'eau est vraiment minimal. Okay? Donc, cette machine-là, ce bateau-là est capable de rouler à une vitesse qui est 3 fois plus grande que la vitesse du vent. Okay? Donc, 3 fois. Donc, elle triplique la vitesse du vent. La taille est énorme. Le mât est de 56 mètres. 56 mètres, c'est un bâtiment de, grosso modo, 20 étages. Okay? 56 mètres. Alors, ici, c'est très léger, il n'y a aucun poids qui stabilise, et la surface de voile est de l'ordre de 1000 mètres carrés. Donc, ici, vous avez déjà une idée de la force qui agit sur cette structure-là. C'est une force qui est complètement déchargée en bas sur la coque, qui est une coque ultra légère qui doit résister à tout ça. Donc, au niveau mathématique, les équations sont les mêmes, mais le régime de l'écoulement est complètement différent, donc ceci pose des problèmes très, très majeurs. Donc, voilà, ça c'est l'exemple où on a utilisé plus qu'un milliard d'inconnus pour résoudre ce problème. Okay. J'aimerais, dès que j'enseigne dans une université suisse, vous dire que vous avez peut-être entendu parler du Solar Impulse. Solar Impulse, c'est un avion qui est alimenté par des cellules solaires. Et c'est un avion un peu rigolo, comme vous le voyez ici, unique au monde. Et la dimension des ailes est plus grande que celle des ailes de l'Airbus 380, qui est le plus grand avion qui existe au monde. Parce que, pour des raisons, parce qu'elles doivent ôter les cellules solaires d'un côté, et de l'autre côté, parce que cet avion-là, durant le jour, il vole à, grosso modo, 12 000 mètres, mais pendant la nuit, il vole à 2000 mètres, à une vitesse qui est la vitesse d'un vélo, 40 km par heure, parce qu'il doit sauvegarder l'énergie. Okay? Donc, il doit avoir une portance qui soit capable de qui soit suffisante à garantir qu'il vole finalement. Et donc c'est un concept complètement nouveau. C'est un concept complètement nouveau au niveau, je dirais, de vision idéale. Le monsieur qui a eu cette idée, M. Bertrand Piccard, qui est un explorateur suisse, c'est le premier qui a fait le vol autour du monde en montgolfière. Et lui, il voulait donner l'idée, le message qu'on peut investir sur les carburants d'origine non fossile. Et voilà, ça c'est une proof of concept, on appelle ça une proof of concept. Alors, il faut combiner la partie propulsion avec la partie structure, avec la partie aérodynamique. Et donc, nous, on était à la base, tout au début, pour essayer de créer un outil d'optimisation pour harmoniser ces trois exigences qui sont très différentes. Et maintenant, le Solar Impulse a réussi déjà à faire le vol coast-to-coast aux États-Unis. Et prochaine étape, l'année prochaine, c'est le vol du monde, vol autour du monde. Ça pose des défis extraordinaires. Vous pouvez imaginer qu'il y a un pilote, Bertrand Piccard, qui restera au bord pendant 20 ou 30 jours pour faire bien sûr, le tour du monde, sans jamais descendre. Donc, en particulier, il devra s'alimenter et surtout dormir. Et voler en dormant. Donc, gouverner en dormant. Donc, il y a aussi un problème d'interaction mind-commande qui est très important, qui est vraiment à étudier. Et donc, c'est un tout petit exemple d'un problème d'un avion qui pose des défis majeurs au niveau technologique, mais même au niveau de l'interaction homme-machine, et donc biologie, technologie à étudier. Moi, j'aurais encore d'autres choses à raconter, mais je pense que je vais m'arrêter là. Je m'arrête là, OK. Alors, peut-être je vais terminer, parce que ça peut être intéressant, c'est très rapide.
pour vous donner une idée d'une vision, c'est ma vision personnelle, bien sûr. Bon, où on était il y a 10 ans, où on est aujourd'hui, où on sera peut-être d'ici 10 ans. Et bon, toujours, quand on fait ce genre de simplification, on est un peu grossier, mais c'est juste pour vous donner une idée. Okay? Disons qu'il y a 10 ans, on faisait des simulations directes. On avait un phénomène, on voulait l'étudier, on écrivait les équations, on voulait représenter la solution. Aujourd'hui, on fait de plus en plus d'optimisation, le contrôle. On veut contrôler ce qu'on fait. On veut optimiser. Et on ne le faisait pas du tout il y a une dizaine d'années sur des problèmes de cette taille. Mais demain, on sera où? Eh bien, demain, on sera de plus en plus vers des problèmes qui ont une composante de stochasticité, dit comme ça, de stochasticité important. Okay? Dont les probabilités vont jouer un rôle déterminant, l'analyse des données, l'incorporation des données dans la statistique, dans le modèle de déterministique qu'on a utilisé jusqu'à maintenant. Donc, on sera de plus intéressé à étudier des problèmes inverses, établir la cause des phénomènes et identifier les paramètres qui sont importants pour ce genre de problèmes. Et ça, c'est la nature des problèmes, c'est la nature de l'évolution que je vois au niveau de modélisation mathématique. Et au niveau de tools, d'outils mathématiques, eh bien, je dirais que, si je peux un peu simplifier, on passe de modèles qui sont déterministiques à des modèles où l'incertitude est de plus en plus présente. Donc, si vous voulez, encore, c'est un logo, c'est un motto. Donc, the Modeling-Based Research, recherche qui est basée sur les modèles, à une recherche qui est basée sur les données. Et voilà, donc ce sont vraiment les différents domaines des maths qui vont interagir, se mêler, se composer, afin de trouver une représentation plus fiable des modèles. Et ma vision personnelle, très personnelle, est la suivante. On passe de plus en plus d'une research-based simulation à une industry-driven simulation. On va de plus en plus rendre compte à ceux qui payent les impôts pour nous, les taxpayers fameux américains, même français, espagnol, italien, européen, rendre compte de ce qu'on fait et donc montrer qu'on peut transférer notre, pas forcément notre technologie, parce qu'on n'a pas de technologues, nous les mathématiciens, mais notre connaissance, donc, ce n'est pas le technology transfer, c'est le knowledge transfer, transfert de connaissances à l'industrie. Alors, l'industrie, souvent, n'a pas besoin, ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive que l'industrie ne soit pas intéressée à trouver la solution la plus précise possible au niveau mathématique. L'industrie veut une solution qui soit correcte, plausible, raisonnable, intéressante en fonction de l'application. Donc, on doit apprendre à couper la complexité, établir des modèles plus simples qu'on puisse résoudre en temps réel. Quand je parle avec les médecins, ils veulent résoudre les équations de Navier-Stokes sur leur tablette. Okay? En 10 secondes, 20 secondes, je ne peux pas dire, écoutez, pour un battement cardiaque, il me faut 2 semaines sur un compte ordinateur. Il ne m'écoutera jamais. Okay? Donc, on doit résoudre des problèmes de grande complexité avec des outils qui soient capables de produire des solutions en temps presque réel. On va de plus en plus vers ce genre de réponse à fournir. Alors, on doit savoir où on doit couper, clipping. Okay? Donc, on va savoir quel genre de ciseaux mathématiques utiliser, comment couper, comment réduire la complexité. Okay? Plausible yet accurate solution. Donc, on doit couper, mais pas trop. On doit donner des solutions qui soient des solutions raisonnables et correctes en fonction de l'application qu'on veut faire. Donc, voilà mon dernier mot, learning more to use less. De plus vous connaissez la physique, la physiologie, la biologie et les maths, de plus vous savez où vous avez le droit de couper, d'éliminer, de simplifier, de réduire, afin de produire des solutions qui soient acceptables et très rapides. Merci beaucoup.